Bonjour à toutes et tous. Euh, Ce petit post vidéo pour partager avec vous des repères sur ce que nous avons travaillé avec vos collègues en juin 2020. L'objectif, c'est de travailler à renforcer la place de la transition agroécologique en BPREA. Quelles pratiques de formation pour quelles pratiques agroécologiques? C'est une formation-action que nous avons donc débutée en 2020 et qui devrait se terminer pour vos deux régions en 2022. Et l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir partager les repères qu'ont eu vos collègues avec vous. Alors, rapidement, pourquoi cette étude d'action? L'agroécologie, ce n'est pas une question nouvelle pour vous. Il y a eu des journées en novembre 2019 dans la région Grand Est autour de cette question-là, et puis des réunions régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Mais ceci dit, on voit bien que la rénovation du BPREA pose des questions relatives à la transition agroécologique, mais relatives aussi à la posture et au rôle du formateur. Et ça pose aussi des questions de légitimité pour un certain nombre d'entre vous. Et puis, c'était aussi l'occasion de se poser la question de l'intégration de la formation par apprentissage et de la formation continue dans la mise en œuvre des projets locaux enseignés à produire autrement. Alors, pourquoi faire cette étude d'action? L'idée sous-jacente, c'est bien de pouvoir développer votre propre puissance d'agir en tant que formateur et formatrice, notamment par le développement de votre réflexivité, puisqu'on va vous proposer des analyses de pratiques pédagogiques. Et puis, l'autre enjeu pour nous, c'est aussi de dégager de cette étude d'action ce qui serait transférable à d'autres régions et à d'autres équipes de BPREA au plan national. Comment on s'organise? Eh bien, on a deux régions qui sont volontaires, donc Bourgogne-Franche-Comté et région Grand Est, avec 9 centres, des temps de regroupement et des temps d'intercession. Le premier regroupement a eu lieu les 29 et 30 juin 2020, c'était le séminaire de lancement de l'étude d'action. Nous nous revoyons les 18 et 19 janvier prochains, avec l'idée qu'en intercession, eh bien, vous puissiez mettre en œuvre un certain nombre d'évaluations ou de formations dans vos centres, et puis avec un séminaire de clôture qui est prévu fin 2022. Alors, avant de commencer sur la transition agroécologique, on a travaillé sur des figures que vos collègues nous ont dit être des figures de l'agroécologie pour eux. Alors, c'est intéressant puisque on voit que on a différentes influences. On a des choses qui ressortent de l'ordre des pratiques agricoles, on va dire. On a un autre paquet qui est plutôt autour des modes de production, ce que vous voyez sur les systèmes herbagers, extensifs, les systèmes polyculture-élevage, par exemple. Ce qui semblait aussi beaucoup relever de l'agroécologie relève de l'identité professionnelle des différents acteurs, la perception du métier, la question des valeurs, la compréhension du vivant. Nous avions aussi des mots autour de l'agir en collectif. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne le retrouvait pas il y a quelques années, mais là, on le voit, des réseaux de magasins solidaires, des réseaux défis, des GI2E, par exemple. Et puis, autour des questions territoriales, ce que vous voyez en jaune. Et puis, d'autres pratiques, plutôt en termes de diversification, mais pas forcément, qui sont en émergence autour de l'autoconstruction, par exemple, ou autour de l'œnotourisme. Donc ça, c'était un petit peu ce que vos collègues nous avaient renvoyé. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, l'agroécologie, elle n'est pas réductible à des pratiques agricoles, ce qui a souvent été fait ou imaginé, en tout cas au début. Là, je vous ai repris ce qu'en dit Vézel. L'agroécologie, c'est à la fois une discipline scientifique, mais c'est aussi un mouvement. Et ce sont aussi, bien entendu, des pratiques
Et on voit que vos collègues ont repéré ça d'entrée de jeu. Alors, nous avions passé à vos collègues une courte vidéo de François Léger qui nous donne quelques repères quant à l'agroécologie et à la transition agroécologique avec une question de départ, d'où ça vient. Vous pourrez aller regarder cette vidéo puisque vous avez le lien. Simplement, pour reprendre un petit peu cette histoire du terme agroécologie, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, l'agroécologie est relativement ancienne, puisque Benzing, dès 1928, avait commencé à faire des recherches sur les propriétés d'adaptation des variétés à des conditions locales en Amérique du Nord. On était vraiment à ce moment-là dans une démarche d'écologue et la question qui se posait pour Benzing, c'était vraiment l'accessibilité et la disponibilité des semences pour les agriculteurs. Donc, l'entrée choisie était vraiment une entrée autour des questions d'équité économique et sociale des agriculteurs. Ensuite, le terme a disparu de la littérature. Et puis, dans les années 70, il a été remobilisé en réponse à la Révolution verte, cette fois-ci en Amérique du Sud, pour répondre à une autre question qui était plutôt la recherche de l'autonomie des sociétés paysannes dans les pays en développement. Et puis, à partir des années 1990, sous l'effet d'une part de la reconnaissance des effets environnementaux négatifs de l'agriculture intensive, mais aussi avec la montée en puissance de l'inquiétude au sujet des conséquences sanitaires de l'agriculture productiviste, et puis avec aussi des progrès scientifiques sur les principes écologiques de l'agroécologie, eh bien, le terme a été véritablement remobilisé et utilisé de deux manières différentes. D'une part, avec une appropriation académique du terme agroécologie, on parle de ressourcement de l'agronomie dans une perspective scientifique plus écologique, et puis d'autre part, autour de l'écologie du système alimentaire. Alors, pour revenir peut-être sur l'agroécologie historique, telle que définie notamment par Altieri, et là, ça vient un petit peu de Stassa. Si on la reprend, donc on a dit que c'est un ensemble de pratiques, un objet de recherche scientifique, mais aussi des mouvements sociaux. Et il y a quand même des fondamentaux. D'abord, l'idée, c'est qu'on va travailler avec, mettre en place ou tenter de mettre en place des agroécosystèmes au sein desquels on a un bouclage de cycles de matière et d'énergie. On va tenter de favoriser les interactions entre les différentes composantes biologiques. Pour ce faire, on va s'appuyer sur l'agrobiodiversité, qui est vraiment le point d'entrée de l'agroécologie, et tout en essayant évidemment d'aller vers un sol vivant. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit aussi une recherche, on va dire, de sociétés au sein desquelles on a des capacités collectives d'adaptation. L'idée, c'est aussi de rechercher une autonomie la plus satisfaisante possible par rapport aux marchés globaux. Et pour cela, eh bien, on va se servir d'une pluralité de savoirs, qu'ils soient d'origine scientifique, technique, mais aussi des savoirs qui sont les savoirs des praticiens. Alors, ce que François Léger dit aussi, c'est que l'agroécologie, c'est un paysage hétéroclite. Là, vous voyez plusieurs familles, on va dire, d'agroécologie autour de la performance technique des exploitations, autour du lien au territoire ou autour des services écosystémiques. Pour essayer de se donner un certain nombre de repères, pour nous, mais aussi derrière pour les apprentis et pour les stagiaires qui sont les vôtres, on peut aussi utiliser un autre outil que Duru a présenté lors d'un regroupement des référents enseignés à produire autrement et qu'il a repris en fait de sociologues canadiens qui s'étaient intéressés à la manière dont des agriculteurs conventionnels
avait transité vers de l'agriculture biologique. Ce modèle, c'est le modèle ESR, E pour efficience, S pour substitution et R pour reconception. L'idée, c'est que avec l'efficience, eh bien, on va avoir une utilisation plus raisonnée, on va dire, des intrants. L'idée étant de réduire au maximum les dommages environnementaux. Donc, on va utiliser moins d'eau, par exemple, on va utiliser moins de molécules ou alors à meilleur escient ou alors avec des doses réduites. La substitution consiste dans l'idée qu'on va substituer, par exemple, des molécules chimiques par des intrants biologiques ou organiques, ou bien encore, on va substituer une production gourmande telle que le maïs, par exemple, par une culture qui peut être moins gourmande, par exemple par le sorgho. À la différence de l'efficience et de la substitution, la reconception, elle vise à éviter que le problème ne se présente dans l'agroécosystème. Et cette reconception, eh bien, elle va passer, par exemple, par le développement de l'agrobiodiversité, par l'utilisation des services environnementaux, par un allongement, par exemple, des rotations. Donc, en tout cas, tout un tas de pratiques qui vont permettre la non-apparition du problème auquel on faisait face avec l'efficience et la substitution. Là, je reprends une autre manière de considérer ça, qui est la manière de François Léger. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en se servant de cette grille de lecture qui ne vise pas à classifier, mais à raisonner des changements sur une exploitation, donc ce qu'il dit, c'est que finalement, l'objet de l'innovation n'est pas le même. Lorsqu'on est dans l'efficience, l'objet de l'innovation, c'est l'acte technique. En général, on est dans une logique correctrice. Dans la substitution, c'est l'itinéraire technique qui va être l'objet de l'innovation. Par contre, on ne remet pas fondamentalement en cause les objectifs stratégiques qui sont ceux de l'exploitant agricole. Dans la reconception, en revanche, on a bien une redéfinition des objectifs stratégiques et finalement une transformation de la théorie générale de l'action de l'agriculteur. Ça veut dire que c'est son identité même et son statut qui, à terme, est impacté et en tout cas interrogé. L'idée, donc je l'ai dit, ce n'est pas de classer avec cet outil, mais c'est de permettre aux jeunes de raisonner dans différents modèles. Et l'idée, ce n'est pas aussi de dire que tout se vaut. L'efficience n'équivaut pas à la reconception. Par contre, donner à voir des voies, des manières de rentrer dans la transition agroécologique, c'est déjà peut-être permettre un premier passage à minima vers l'efficience ou la substitution, même si la reconception est sans doute d'une autre valeur. Belon et Doré disent par exemple que ce paysage, eh bien, on peut le regarder aussi en termes de durabilité forte ou de durabilité faible, mais on y reviendra tout à l'heure. Du coup, ça nous permet de nous donner d'autres repères par rapport à ce paysage hétéroclite dont parlait François Léger. On voit bien que l'agriculture raisonnée ou de précision est sans doute plus du domaine de l'efficience, que d'autres types d'agriculture sont plutôt dans la substitution d'un certain nombre de pratiques par d'autres, quand d'autres sans doute relèvent plus de la reconception. Il ne s'agit pas là de dire que les familles correspondent effectivement à de la reconception ou de la substitution. On sait que l'agriculture biologique peut être pensée à la fois dans les deux. Simplement, ça donne un certain nombre de repères. L'idée qu'on a eue, c'est aussi de revenir sur cette question de transition. Pourquoi y revenir? C'est intéressant parce qu'il ne suffit pas de se dire, voilà, l'agroécologie, ce sont des principes et ce sont sans doute des niveaux différents, mais la question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des voies en particulier? Et finalement, ce terme de transition, pourquoi est-ce qu'il est venu?
se substituer au terme de durabilité. Là, j'ai juste repris quelques conceptions que Tess avait développées autour de la transition. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a plusieurs manières de penser les transitions, comme un intermède, c'est-à-dire qu'on serait entre deux situations qui, elles, seraient stables, sachant qu'aujourd'hui, le nouvel équilibre à venir nous est évidemment inconnu et qu'il s'agit donc d'expérimenter et de tâtonner. Pour d'autres auteurs que Tess reprend, la transition, c'est une étape. Mais si c'est une étape, ça veut dire que ce vers quoi on souhaite aller, quelque part, est connu et déterminé. Or, aujourd'hui, on n'a pas une étape qui nous est fixée. Une autre manière de concevoir les transitions, c'est cette idée de mise en mouvement qui est intéressante parce qu'elle suppose un engagement dans des dynamiques. Ça suppose sans doute aussi que si on s'engage, eh bien, on va vers une transition qui n'a pas été déterminée par d'autres, mais qui est effectivement choisie. Enfin, ça peut être un chemin. Et si c'est un chemin, ça suppose sans doute qu'on ait défini collectivement ce qui était souhaitable d'une part, et puis là où les manières d'y aller, avec un chemin qui soit acceptable pour l'ensemble des acteurs et en même temps réaliste. Alors, cette question de transition, elle pose évidemment des questions qu'on a déjà vues. Le vers quoi, c'est le trans-iré de la transition, vers quoi on veut aller. Une autre question en termes de déterminisme ou de liberté, c'est-à-dire est-ce qu'on veut aller quelque part parce que ça nous semble désirable ou bien parce qu'on sait qu'on doit changer, on doit s'y préparer et on doit contenir ce qui serait le plus mauvais. Ça pose aussi la question de l'autonomie ou de l'hétéronomie. Est-ce que finalement on est autonome ou est-ce qu'on obéit à ce que d'autres décident et dans ce cas-là, qui est-ce qui décide et pour qui et avec qui? Autre question, est-ce que cette transition, c'est un processus qui est linéaire ou itératif? Est-ce que finalement, on arrive à baliser un chemin et en même temps à se laisser des marges de manœuvre pour accueillir ce qui est encore indéterminé et inconnu? Est-ce qu'on est dans des choix individuels? Chabot dit qu'on ne pourra pas transiter si ce n'est pas un choix qui se fait au niveau de l'individu. Ou est-ce qu'on est dans des choix collectifs? C'est plutôt ce que disent Thierry Doré et Olivier Belon. Est-ce qu'on peut être aussi dans des choix individuels et collectifs, ce qui sans doute serait le mieux? Et puis enfin, est-ce qu'on est dans ce que Péan appelle une translation, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'amélioration continue, de l'efficience et de la substitution, ou bien est-ce qu'on est dans quelque chose qui est plutôt en rupture, ce que Vivray, en référence à Edgar Morin, appelle la métamorphose. Dans tous les cas, ce qui est intéressant dans cette littérature autour des questions de transition, c'est que ça nous dit à nous, formateurs, qu'il est nécessaire de tracer des chemins possibles pour donner à voir ces chemins-là à nos apprentis, à nos stagiaires. Ce que ça nous dit aussi, c'est que sans doute qu'il y a des nœuds socio-techniques, et que ça va être à nous de travailler aussi ces nœuds avec les apprentis et les stagiaires qui sont en formation. Alors là, c'était simplement, c'était avec des enseignants, c'est issu d'un travail qu'avait fait l'EMSFEA auprès de 340 stagiaires et qui posait la question, finalement, enseigner à produire autrement, pour vous, ça veut dire quoi? C'était en début de formation de ces stagiaires. Et on voit que pour eux, enseigner à produire autrement, c'est d'abord des questions d'environnement, puis des questions techniques et des questions liées à la durabilité et un petit peu au changement. Ce qui est intéressant, que nous ont dit donc vos collègues dans ce que nous avons relevé tout à l'heure, mais ce que nous, on a pu aussi voir dans l'accompagnement des équipes à enseigner à produire autrement, c'est que ce n'est pas seulement une question d'environnement et une question de technique, c'est aussi une question de valeur.
c'est aussi une question pédagogique et une question didactique. Et c'est sans doute aussi une question du coup, d'outillage pour ceux qui sont chargés d'accompagner ces transitions-là. On parle aussi pour nous de transition pédagogique. Ce que nous disent les équipes, c'est que la grande rupture, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas enseigner la transition comme un modèle unique, mais ni avec des réponses toutes construites, puisqu'on enseigne bien dans un monde qui est en cours de changement. Et donc, la question, c'est quel savoir robuste apporter à ces jeunes et aussi quel savoir de transition dans cette période où ils vont commencer de faire bouger un petit peu les exploitations. Et donc, quelles clés on va pouvoir donner aux jeunes pour qu'ils soient lucides sur les choix qu'ils auront à effectuer. Donc, l'idée, c'est bien de travailler sur des savoirs en situation professionnelle, mais des savoirs qui ne relèvent pas de la connaissance, qui ne relèvent pas de l'information, qui ne relèvent pas de l'érudition, mais des savoirs qui relèvent de la compétence ou des capacités pour notre enseignement agricole, avec l'idée que finalement, on ne demande plus à nos apprenants de savoir que, mais de savoir comment et de savoir pourquoi ils s'engagent, c'est-à-dire cette idée qu'ils s'y connaissent. Et pour ça, on va essayer de travailler avec vous un certain nombre de savoirs instruments, c'est-à-dire des savoirs qui permettent, qui outillent en fait la pensée des jeunes. Donc, transition pédagogique, qu'en est-il de cette transition dans le cadre du BP responsable d'entreprise agricole? Donc, le BPREA a été créé pour pouvoir permettre de conférer la capacité professionnelle agricole lorsqu'elle a été élevée au niveau 4. En 1992, une des innovations importantes était, on partait de BPA avec des options du type chef d'entreprise en grande culture, en polyculture élevage, en viticulture, etc. Là, la décision des professionnels et du ministère a été de dire tous sont des responsables, à l'époque c'était d'exploitation agricole. Voilà, et donc avec une UC dédiée à la conduite d'un système de production avec des combinaisons d'ateliers. Voilà, c'était vraiment une innovation majeure dont il faut toujours maintenir la pertinence et avec des centres de formation qui voudraient afficher la couleur. Mais bien sûr qu'ils affichent la couleur, ce n'est pas dans le titre du diplôme, c'est dans leur offre de formation. En 2017, rénovation du BP responsable d'exploitation agricole, avec d'une part moins d'UC général, il y avait dans le premier BPREA des UC disciplinaires, donc ça n'a plus été le cas, une UC dédiée à la réflexion sur le projet, donc c'était des UC avec des objectifs de formation, et le souhait d'une prise en compte de la durabilité dans les raisonnements. En 2017, le BPREA est rénové dans le cadre du plan Produire autrement du ministère de l'Agriculture, donc avec une impulsion forte autour de l'agroécologie. Et ensuite, c'est l'occasion d'introduire les capacités et donc de ne plus avoir de référentiel écrit en termes avec des unités correspondant à des objectifs de formation, mais des unités donc écrites autour de capacités. Et je vais revenir sur cette notion de capacité et sur les UC dont les capacités sont vraiment dédiées à l'agroécologie et au référentiel. Donc, on a un référentiel du BPREA qui affiche la couleur de l'agroécologie dès la première page. On ouvre le référentiel du BPREA à l'endroit du référentiel professionnel. Tout de suite, le message est très clair, de l'agroécosystème au système alimentaire mondial, la triple performance économique, sociale et environnementale et la transition agroécologique constituent le nouveau modus operandi de la conduite et de l'accompagnement du changement dans les exploitations agricoles. Voilà, c'est très clair. Le référentiel, il affiche clairement la couleur, à tel point que les centres de formation se demandent s'il ne s'agit pas de prévenir stagiaires et apprentis lors du positionnement, dès le positionnement, que les choses soient très claires. Voilà. Si on veut se former
à l'agriculture intensive, pas sûr qu'il faille choisir le diplôme du BPREA. Isabelle, je voudrais que tu reviennes sur ce glissement, je ne sais pas si glissement est le mot, du développement durable qui était présent dans le BPREA en 2007 à la place de l'agroécologie et des transitions. Pardon, j'avais éteint mon micro. Oui, peut-être revenir sur le changement, j'ai envie de dire, on a vu que le mot transition a remplacé le terme de développement durable, qui lui-même avait déjà été remplacé par le terme de durabilité. Et dans le même temps, on s'aperçoit que c'est intéressant, d'une part parce qu'on arrête de penser dans la perspective mais on forme véritablement aux transitions agroécologiques. Et ce que je voulais mettre en évidence là, et quand tu parlais tout à l'heure de triple performance, ça rejoint la manière dont était défini le développement durable. Le développement durable a souvent été défini dans nos référentiels d'une manière qui ne permet pas de penser le travail. Je m'explique. D'abord, on a beaucoup utilisé le diagramme de Venn, c'est-à-dire les trois cercles à l'intersection desquels il y aurait la durabilité. Mais en même temps, cette manière de représenter la durabilité, d'une part, elle réduit le complexe et d'autre part, elle rend invisibles les interactions. Enfin, et on peut imaginer que vous l'avez déjà expérimenté avec vos apprenants, quand on utilise cette représentation-là du développement durable, très souvent, les jeunes nous disent, eh bien, mon exploitation a un impact environnemental, elle a un impact positif en termes social, et puis elle a un impact économique, donc au final, eh bien, elle est durable. Ben non, c'est pas parce qu'elle va avoir des impacts positifs dans ces trois domaines-là qu'elle est effectivement durable. Donc c'est une représentation qui, en termes de formation, pose problème. Et donc nous permet de rentrer dans une logique, mais qui n'est que classificatoire et qui ne permet pas de penser les transitions. Le deuxième obstacle, c'est qu'elle ne permet pas non plus de rendre explicites les différentes approches ou les différentes conceptions de la durabilité. Dobson a mis en évidence qu'en fait, avec ces trois cercles, on peut ou bien être dans une approche libérale, finalement, OK, on doit tenir compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques, mais il n'y a pas de protection de l'environnement sans une base économique forte. Ou bien encore, une approche écologiste, où en gros, on dit qu'il n'y a pas de pérennité du système humain si on ne préserve pas d'abord les capacités écologiques de la planète. Et donc, on a tendance à reprendre cette approche consensuelle, mais en gommant les différences de conception. Et en les gommant, eh bien, on ne permet pas de comprendre ce qui est en jeu dans la manière dont l'acteur pense la durabilité. Alors, par contre, on a une seconde définition. Françoise, si tu veux bien me mettre la diapo suivante. Une autre manière de penser la durabilité qui a été travaillée par Bernadette Fleury et Michel Fabre, avec l'idée qu'on peut nier la durabilité, on peut être dans une durabilité faible, ce qu'ils appellent le développement durable adaptation, ou dans une durabilité forte, ce qu'ils nomment le développement durable rupture, au regard de deux critères. Le premier critère, c'est le rapport à la nature, et le second, c'est le mode de gestion sociale des problèmes. Quand on est dans la négation de la durabilité, eh bien, on va être dans l'idée qu'on est en capacité de maîtriser scientifiquement et techniquement la nature. Et on va avoir opposition entre, d'une part, la croissance, qui est la finalité, et en compensation, quelques espaces de préservation de la nature. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans la logique des parcs nationaux, où on va mettre la nature sous cloche d'un côté, et puis laisser le reste dériver comme ils le souhaitent.
Si je suis dans une durabilité faible, eh bien, je vais changer un petit peu ce regard. Je vais tenter de réduire les impacts des activités humaines, notamment en utilisant des technologies vertes. Si je suis dans une durabilité forte, ce que je vais chercher à travailler, c'est le partenariat entre l'homme et la nature, avec l'idée de concilier la conservation des écosystèmes et le développement socio-économique. Et cette fois, on est plutôt dans la philosophie prônée par les parcs naturels régionaux, par exemple. Donc ça, c'est le premier critère pour lire la durabilité, le rapport à la nature. Le deuxième critère qu'on peut aller regarder, c'est le mode de gestion sociale des problèmes. Quand on est dans une durabilité niée, on est généralement dans une gestion très technocratique. Il y a une séparation entre ceux qui conçoivent les politiques, ceux qui les vulgarisent et ceux qui les exécutent. L'enseignement agricole a pas mal été là-dedans, lui aussi. Quand on est dans une durabilité faible ou concédée, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consulter les parties prenantes. Consulter, ça ne veut pas dire tenir compte de ce que disent les autres parties prenantes. Mais déjà, on a commencé à s'ouvrir à ces parties prenantes-là, notamment pour l'agriculture aux consommateurs ou bien aux habitants des espaces ruraux. Quand on est dans une durabilité forte, eh bien, ce qu'on va tenter de chercher, c'est une gestion véritablement intégrée, concertée, territorialisée. Et donc, on va construire avec les différents acteurs les problèmes qui se posent. Par exemple, sur des aires d'alimentation de captage, eh bien, je ne vais pas attendre la seule réponse de l'agriculteur, mais je vais, au niveau du bassin versant, travailler les raisons pour lesquelles je vais devoir m'intéresser à la ressource commune eau. En termes d'agriculture, on voit bien que cette manière de penser la durabilité, on peut aussi la retrouver. Je peux très bien nier la durabilité avec cette idée que je suis dans la maîtrise de la nature. Je vais appliquer un certain nombre de process. Je vais utiliser pour ce faire certains outils d'aide à la décision. Mais en tout cas, je ne vais pas remettre en cause cette idée que je suis incapable de maîtriser mon processus. Quand tu es dans une durabilité faible, ça peut se traduire par l'idée que les technologies, elles vont se substituer aux ressources naturelles. Via, par exemple, l'agriculture de précision, eh bien, je vais améliorer l'efficience de mes intrants. Je vais réduire les effets négatifs sur l'environnement. Par contre, mon centrage sera toujours le même et sera toujours un centrage exclusivement production. Si je suis dans une durabilité forte, eh bien, je vais me poser la question de comment est-ce que j'intègre la nature, comment est-ce que j'intègre les équilibres des écosystèmes dans mon acte de production, de commercialisation. Et donc, je vais penser la substitution des intrants chimiques par des services écosystémiques, par exemple. Et puis, ma visée ne sera pas seulement une visée centrée production, mais aussi une visée système alimentaire durable. Et on voit bien qu'on peut mettre en parallèle de cette manière de penser la durabilité l'outil que je vous présentais tout à l'heure sur l'efficience, la substitution et la reconception, sachant que l'efficience correspond quand même à une durabilité faible. Merci Isabelle pour merci Isabelle, oui, pour cette présentation qui aide à comprendre l'évolution du référentiel en lien avec les différentes façons de penser la durabilité. Dans le référentiel du BPREA, donc, qui a bien été rénové en lien avec le plan Produire autrement, on doit aussi noter une rupture avec la pédagogie par objectif, avec l'introduction des capacités, puisque avant 2017, il y avait des UC repérés par un objectif terminal d'intégration et donc des UC qui correspondaient à des objectifs de formation, avec une certaine forme d'exhaustivité quand même, où il s'agissait malgré tout d'enseigner tout ce qu'il y avait en lien avec les objectifs. Voilà. Et dans cette rupture, aujourd'hui, une UC est repérée par deux capacités réunies au sein d'une capacité globale, qui est donc l'UC, le bloc de compétences, où on essaie plutôt de viser la compétence.
une capacité est définie comme un pouvoir d'agir dans un ensemble de situations professionnelles significatives de la compétence qui sont réunies en raison de leur finalité commune dans ce qui s'appelle un champ de compétences. Les référentiels sont ainsi écrits. Donc, par exemple, la capacité 2.2, gérer le travail, correspond à 2 situations professionnelles significatives, encadrement d'une équipe et gestion des pointes de travail, donc qui font partie du champ de compétences, organisation du travail, gestion des ressources et des relations humaines. Voilà. Une capacité, donc, correspond au potentiel d'action dans un certain nombre de situations professionnelles. Donc, lorsqu'on estime qu'un candidat, donc stagiaire adulte ou apprenti au BPREA, lorsqu'on explique au jury que le candidat, cette capacité est présente pour lui, eh bien, c'est qu'on fait l'hypothèse qu'il a le potentiel d'affronter, de prendre en charge les SPS qui correspondent à la capacité. Donc, voilà. Donc une capacité, ça correspond à un pouvoir d'agir dans un ensemble de situations. Je reviens sur ce que c'est une situation. Une situation, on l'a définie comme une personne avec un travail à faire dans un contexte précis. Et le fait d'avoir à agir dans ce contexte précis demande à la personne d'adapter ce qu'elle a à faire et le raisonnement pour prendre en compte le contexte particulier. Une capacité ne correspond pas au pouvoir d'agir dans une seule situation. Oui, là, par exemple, on pouvait prendre l'exemple, le lancement, toujours pour cette capacité de point 2, on peut prendre l'exemple du lancement du chantier de fenaison en coordination avec l'ACUMA et les associés, par exemple. Une capacité correspond à un pouvoir d'agir dans un ensemble de situations. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a pu dire au moment de l'évaluation que pour le candidat, faire la preuve de sa capacité, c'est faire la preuve que dans la situation d'évaluation, il a pu faire ce qui était demandé, avec la pertinence des raisonnements qui vont avec, et qu'il saurait aussi s'adapter à d'autres situations. Et sur cette base-là, on peut faire l'hypothèse qu'il sera en mesure d'affronter, de prendre en charge les situations du référentiel. Ce pouvoir d'agir en situation, sur quoi il se fonde? Il se fonde sur une mobilisation et une combinaison de ressources multiples, à savoir des savoirs, des savoir-faire et aussi avec la même importance des comportements professionnels. Et c'est bien la combinaison de l'ensemble qui confère ce pouvoir d'agir. Donc, comment on va évaluer une capacité? On ne va pas évaluer d'un côté des savoirs, de l'autre côté des savoir-faire, puis les comportements professionnels, on ne sait pas comment les évaluer. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. On ne va pas évaluer de façon dissociée. Pour évaluer une capacité, on va s'intéresser à la prise en charge globale d'une situation et donc pas à l'application ou la reproduction de tâches ou d'opérations particulières isolées. On va évaluer la capacité dans une véritable situation professionnelle où on s'intéressera non seulement à la maîtrise technique, mais à l'exercice du travail dans un véritable contexte et à l'inscription dans le milieu professionnel. Maintenant, je voudrais revenir sur les capacités du BPREA, ayant défini ce qu'est une capacité, les capacités du BPREA, l'agroécologie et les transitions. Alors bien sûr, tout le monde a repéré la capacité 31, combiner les différentes activités liées aux productions. Alors déjà dans le titre, on ne voit pas agroécologie, on est d'accord, mais cette capacité, elle correspond à 2 champs de compétences. D'abord au champ de compétences, préservation et amélioration des sols et de la biodiversité fonctionnelle. Vous voyez bien qu'on a un marqueur fort avec ce champ de compétences et 3 SPS, diagnostic de l'état des sols, conception d'un assolement et d'une rotation, valorisation des effluents d'élevage et des déchets végétaux. La capacité correspond aussi au champ de compétences conduite des processus de production avec les SPS, observation et appréciation de l'état de l'agroécosystème, gestion intégrée de la santé animale et végétale, conduite du système fourrager, amélioration du bien-être des animaux d'élevage. Voilà, donc là, vous avez des marqueurs forts dans l'intitulé des champs de compétences et des SPS, voilà, sur la place de l'agroécologie. Vous avez ensuite repéré la capacité 1,
qui, elle, n'est pas directement liée à des SPS et champs de compétences, mais qui est plus transversale, se situer en tant que professionnel, avec la capacité de développer une culture professionnelle en lien avec le vivant et la capacité de se positionner dans les différents types d'agriculture, leur histoire, leur fondement, leur organisation. Enfin, au-delà de la capacité 3.1 et de la capacité 1, lorsque vous regardez de près le référentiel, bien évidemment que toutes les capacités sont concernées par l'agroécologie et la transition. Pour terminer, je voudrais dire que, au-delà du fait de dire « OK, c'est dans les capacités, dans le référentiel, il va falloir l'évaluer », et en revenant sur le changement de posture, Isabelle, dont tu as parlé, hein, de transition pédagogique, effectivement, derrière les capacités, il y a des conceptions, des apprentissages et de la formation. Donc, derrière les capacités, il y a des conceptions de comment on peut permettre à un apprenti ou à un stagiaire adulte de les développer. Pour terminer, et en lien avec ce dont tu as parlé tout à l'heure, Isabelle, sur la transition pédagogique, derrière les capacités, il y a des conceptions des apprentissages et de la formation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de repérer que dans le référentiel du BPREA, il y a des capacités où l'agroécologie et les transitions sont présentes. Et donc, au moment de l'évaluation, on va bien en tenir compte. Voilà, les capacités, il faut permettre à l'apprenti ou au stagiaire de les développer. Et donc, derrière les capacités, il y a des conceptions sur la façon dont on peut permettre ou accompagner ce développement, avec l'idée qu'on apprend en action, on apprend dans de véritables situations lorsqu'on nous demande d'agir, mais pour faire de véritables choses. On apprend avec d'autres dans la confrontation, dans les comparaisons. On apprend dans des situations qui nécessitent d'apprendre ce qu'on ne sait pas encore, avec une idée de complexité croissante, avec une idée de progressivité. On apprend en revenant sur ce qu'on a fait pour le transformer en expérience, donc avec la nécessité, après avoir vécu les situations, de les analyser et de faire un feedback sur le vécu et d'institutionnaliser ce qui a été appris. Et enfin, avec l'idée de consolider et remobiliser ce qui a été appris dans d'autres situations, avec l'idée qu'une capacité, ça s'entraîne, une capacité, ça ne se développe pas en étant confronté à une situation une seule fois. Et bien sûr, dans les UC, on a l'évaluation avec le sujet donné au début qui tire la formation. Globalement, dans tous les diplômes en UC et en particulier dans le BPREA, il y a 3 caractéristiques à tenir ensemble. Le fait de pouvoir permettre à l'apprenti ou au stagiaire d'intégrer un parcours de formation individualisé. Le fait qu'on permet à l'apprenti ou au stagiaire de développer des capacités et prioritairement en lien avec les situations de transition et d'agroécologie. Vous savez que maintenant, c'est ce qui vous est demandé dans les diplômes en unité capitalisable. Au final, ce qui vous est demandé aujourd'hui, même si c'est mal dit, c'est plus de donner des cours, mais c'est d'être développeur des capacités, entraîneur des capacités de vos stagiaires et de vos apprentis. Il y a donc une invitation à un changement de posture. Et pour conclure sur la posture, Isabelle. Oui, merci. L'entraîneur de capacité, c'est aussi joli que le développeur finalement. Sur le changement de posture, juste un petit schéma issu de Maëlle Paul. On a tendance à penser que quand on change de posture, on élimine les savoirs, on élimine l'expertise et simplement on accompagne à main nue l'individu et l'apprenant. Ce que dit Maëlle Paul, c'est que sans doute il s'agit de dialectiser les deux, c'est-à-dire à la fois d'être en tant que formateur l'expert qui dit le vrai et le juste, qui amène un certain nombre de repères, il ne donne pas les réponses. Il donne des repères pour que les apprentis et les stagiaires soient en mesure de se construire des réponses. Et en même temps, il accompagne l'individu et il accompagne aussi un collectif d'individus au sein d'un même groupe. Et donc, l'idée, ce n'est pas de dire je ne vais être que dans l'accompagnement des individus et du groupe, ou je ne vais être que dans l'expertise, mais comment à certains moments j'amène des repères et comment, à d'autres moments, je travaille
ce qui se joue dans la confrontation et les comparaisons dont parlait tout à l'heure Françoise au sein du groupe. Et c'est donc comment est-ce que j'assume cette tension entre la verticalité et l'horizontalité de mon geste professionnel en tant que formateur. Voilà, et donc c'était cette petite vidéo pour permettre donc aux collègues des personnes qui participent donc à cette action sur BPREA et transition agroécologique d'accéder aux mêmes repères. Voilà, bon visionnage à tous.